Dans la conscience du Mexique se trouvent toujours présentes les œuvres de son passé resplendissant. La culture maya nous montre comment les Mexicains du passé ont toujours senti le besoin d'exprimer plastiquement les faits de leur histoire, de façon qu'ils soient contemplés et respectés par les multitudes. Ces muraux, récemment découverts à Bonampak, dans la jungle du Chiapas au sud du Mexique, en sont la preuve. Le temps n'a détruit ni la couleur ni les formes de cette œuvre magnifique réalisée par les Mayas au 8e siècle de notre ère. Dans les pyramides de Teotihuacan, cette fresque, d'un coloris et d'une composition rythmique surprenants, représente le paradis de Tlaloc, dieu de la pluie, adoré avec ferveur par un peuple déjà sédentaire et cultivateur. Les Aztèques aussi ont enrichi notre patrimoine artistique par des apports de valeur. Leur codicée nous révèle des dates, des mythes, des campagnes guerrières. Les hommes blancs s'efforcent de détruire tout l'ouvrage du monde indigène pour le substituer à l'art et aux idées de l'Europe. Mais la lutte entre les Indiens et les conquistadors n'est même pas terminée, que les moines venus avec ces derniers s'empressent d'édifier des couvents forteresses, tel ce couvent franciscain à Actopan, village de l'État d'Hidalgo au centre du Mexique. Pour peindre le saint représentant l'ordre religieux, des artistes indigènes sont requis, et leurs mains s'arrêtent de sculpter des idoles et peindre des codicées pour s'occuper du pauvre d'Assise. Survient la révolution de 1910, et voici tout le peuple en marche, comme un seul homme. Au cœur même de la capitale du Mexique, aux côtés de la cathédrale, s'élève le majestueux édifice du Palais national, dont les murs intérieurs présentent peut-être le meilleur ensemble des fresques de Diego Rivera. Commencées en 1929, elles n'ont pas encore été terminées. Ce sont des sujets sur l'histoire du Mexique. Dans l'escalier monumental, le peintre décrit les progrès de la conquête espagnole, par tous les paysages de la terre mexicaine, des chaudes côtes tropicales aux grands plateaux tempérés. L'escalier monumental, ainsi que les panneaux dépliés le long des corridors, sont un grandiose document historique présenté à la façon d'un style qui s'incline à la création d'archétypes. Rivera chante les campagnes de 1810, entreprises par les Mexicains pour libérer leur pays de la tutelle espagnole. Hidalgo et Morelos, les deux prêtres insurgés, sont à la tête de leur armée, en première file du danger qui doit les mener à la mort. Grâce à eux, le Mexique se convertit en une patrie libre, en un peuple libre. Et nous arrivons aux hommes du Mexique moderne. Porfirio Díaz, le dictateur, est obligé de s'exiler. Ensuite, la révolution triomphe et le Mexique commence à construire l'ordre nouveau. Le maître est arrivé à la pleine possession de la technique de la fresque. Nous sommes en 1947. Le maître continue de produire des œuvres de grande compétence artistique. Son esprit revient en arrière pour grouper, dans le songe à l'Alameda, les époques et les personnages de jadis. Voici tous les personnages qui ont fait rire ou pleurer le peuple, qui l'ont secoué. Voici le grand graveur José Guadalupe Posada, précurseur avisé et génial du style réaliste, moderne et humain, de notre art pictural. Le peintre se représente lui-même dans son enfance, donnant le bras à Notre-Dame la joyeuse mort mexicaine et donnant le bras à son actuelle épouse, le peintre Frida Kahlo, pour laquelle il éprouve un amour filial. En 1883, José Clemente Orozco naît dans la petite ville de Zapotlan, sous le ciel le plus bleu du Mexique, ce bleu de l'état de Jalisco, bleu violent comme la couleur des veines, bleu donnant la sensation de vie, de passion, de sang comme l'œuvre du grand peintre qui jaillit de l'angoisse la plus terrible. Ses premières fresques furent réalisées sur les murs de l'École nationale préparatoire de Mexico. Les étudiants qui traversent chaque jour ces cours contemplent les figures de Hernán Cortés, de la Malinche, l'amie indienne des conquistadors, et ils se rappellent que de leur union est né le sang métis mexicain.
De tous les peintres muralistes, Orozco est celui qui donne un sens universel à ses interprétations de l'histoire, source inépuisable de thèmes épiques. Il choisit les faits les plus saillants de l'histoire et les identifie avec les problèmes universels. En 1940, Orozco décora à Jiquilpan, État de Michoacán, une vieille église convertie en bibliothèque après la Révolution. L'hymne à la lutte et à la mort est le thème constant du grand peintre. Témoin et participant à la Révolution, il vit ces scènes macabres et tragiques. Il vit tomber des hommes du même sang que lui, transis de douleur. Dans ses peintures se reflète son horreur à la solution sanglante des conflits humains. Dans ses réalisations, Orozco a atteint le summum d'une technique très particulière et digne de son génie. La distribution de l'espace, l'interprétation intime du thème choisi avec les couleurs employées, gris, blanc d'une grande pureté, quelques gris ocre et des gris bleus, des rouges et des sépias en quantité dominante, sans omettre le noir comme accent dramatique, atteignent le plus haut degré de perfection. En 1949, José Clemente Orozco trépasse. Son corps s'éloigne de nous, il revient à la terre. Sa mort est quasi invisible car sa voix, sa présence, sa vérité si pure restent parmi nous. Jour après jour, ses peintures nous parlent. Ses œuvres murales les plus prennent place aux côtés des encaustiques de Rivera et des fresques de José Clemente Orozco à l'école préparatoire de Mexico. En 1939, Siqueiros peint sur les murs du bâtiment du syndicat des électriciens. C'est l'image même de la lutte ouvrière. Exclusivement, il fait usage d'instruments mécaniques, appareils photographiques, projecteurs électriques, pistolets à pression. Pour peindre, il emploie des colorants à base de pyroxyline, fort ressemblant à l'émail utilisé sur les voitures, d'une grande résistance aux intempéries. Ici, le peintre a voulu mettre en pratique ses théories sur la représentation du mouvement dans la peinture murale. La succession d'images plastiques qu'offre le cinématographe correspond beaucoup plus aux nécessités et au goût moderne que la contemplation d'une peinture dont le spectateur, en s'éloignant, aura inévitablement l'impression d'une distorsion optique, rendant l'œuvre sans force et nulle d'intérêt. Dans cette composition, Siqueiros s'est efforcé d'imprimer un dynamisme à l'œuvre entière, prévoyant les déplacements des spectateurs, étant donné la complexité de l'espace offert à son déroulement. Malgré la violence et la haine, la destruction et l'incendie, la misère et la mort, on retrouve toujours un motif calmant la douleur, nous parlant d'un futur merveilleux, d'une justice sociale prochaine. Siqueiros loue une nouvelle divinité, le peuple, qui, d'après ses paroles, est le plus misérable, mais en même temps le plus beau des dieux. En 1945, pour commémorer la victoire militaire sur les nazis et les fascistes, Siqueiros peint sur les murs du Palais des Beaux-Arts son œuvre intitulée « La Nouvelle Démocratie ». Représentée par la force d'un homme et par l'esprit tendre et maternel d'une femme, la démocratie républicaine rompt les chaînes des peuples soumis par le fascisme, ce dernier personnifié par une figure humaine aux mains ensanglantées, mimant la mort et attendant le moment favorable de surgir sous un nouveau déguisement. Le vaincu, la victime, nous montre ses épaules, la marque du fouet, la furie de ses bourreaux. Mais dans la victoire même, Siqueiros pense qu'il y a de la crainte, de l'angoisse, des larmes à peine contenues. Son flambeau de la liberté est encore faible et une menace latente et implacable planera toujours au-dessus d'elle. L'inquiétude professionnelle de Siqueiros l'oblige toujours à une continuelle révision de ses réalisations. Il veut dominer les techniques qu'il a choisies. C'est peut-être le rechercheur le plus avancé des possibilités qu'offrent les découvertes de la science et de l'industrie quant aux matériaux qui s'utilisent maintenant. En ceci, il a une certaine analogie avec d'autres grands innovateurs anciens dans leur recherche quant à l'emploi de la détrempe et de l'huile sur diverses superficies. Puisque dans les premiers moments de la peinture murale mexicaine, on fit usage de l'encaustique et de la technique de la fresque des peuples anciens, les murs en ciment exigent peut-être d'autres procédés, tels l'utilisation de colorants séchant immédiatement, ou bien l'application de la couleur à l'aide d'un pistolet à pression permettant de couvrir rapidement de grandes superficies. Siqueiros affirme sa théorie de la manière suivante: à de nouvelles époques, de nouvelles techniques et par conséquent de nouvelles formes. Ce qu'il peint palpite cet esprit éminemment social et humain caractérisant le mouvement pictural mexicain.